Système et compagnie, le podcast qui vous accompagne à piloter votre business en ligne. Je suis votre hôte, Sonia Laurent-Bourg, et ma mission est d'accompagner les web entrepreneurs à changer sereinement d'échelle de business. Je vous invite à découvrir des concepts, astuces, conseils qui vous permettront de mettre en place les systèmes et les structures dont un business en ligne a besoin pour grandir. Let's go pour un nouvel épisode. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Système et compagnie. Épisode solo cette semaine, 11e épisode de la première saison. Déjà, ça avance vite. Et pour l'épisode du jour, j'avais envie d'aborder avec vous un sujet dont vous êtes vraiment très nombreux à venir me parler régulièrement. C'est celui d'un problème de collaboration avec votre assistant ou votre assistante. Quand j'échange avec vous, notamment sur Instagram ou sur LinkedIn, je me rends compte que c'est le problème numéro 1 de l'entrepreneur qui fait de la croissance, de l'entrepreneur qui grandit et qui va recruter en fait son premier vrai collaborateur. Je mets des guillemets à vrai. Ce que je veux dire par vrai collaborateur, c'est-à-dire un premier collaborateur qui va être là quand même au quotidien avec vous, qui va vivre l'ensemble des aventures de votre entreprise avec vous. Et même si la majorité du temps, ce collaborateur, cet assistant ou cette assistante est généralement freelance et donc va avoir d'autres clients, il ou elle va quand même être régulièrement en contact avec vous toute la semaine. Il va même y avoir potentiellement un appel hebdomadaire pour faire le point, etc. Donc on est quand même sur une première collaboration, une première vraie collaboration. Ce que j'entends donc par vrai, c'est le côté, puisque toutes les autres collaborations sont très vraies aussi, quand vous collaborez avec un graphiste ou autre, c'est une vraie collaboration. Mais ce que j'entends par vrai, vous l'avez compris, c'est ce côté un peu plus approfondi de la collaboration où vous intégrez véritablement une personne à vos process, dans vos process, dans votre entreprise, versus, on va reprendre l'exemple du graphiste, qui va intervenir dans votre entreprise, mais de manière externe, et il ou elle n'a pas besoin de comprendre l'entièreté de votre business avec tous ses process et tous ses hauts et ses bas pour vous accompagner. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 3 pistes, il peut y en avoir d'autres, que j'ai relevées, qui peuvent expliquer peut-être pourquoi la collaboration avec votre assistant ou votre assistante n'a pas fonctionné ou ne fonctionne pas. Ce sont les 3 raisons principales que je relève en fait en discutant avec vous, parce que comme je vous le disais, c'est vraiment le problème number 1 de l'entrepreneur qui grandit, de l'entrepreneur solo qui fait de la croissance. Alors, on y va tout de suite pour la première raison. C'est que votre business n'était pas prêt ou n'est pas prêt. On peut aussi parler au présent. Si vous n'avez pas clarifié ou structuré un minimum les choses pour accueillir un collaborateur au long cours, ça peut être difficile de collaborer de manière fluide. Aussi efficace que peut être un assistant ou une assistante, surtout aujourd'hui, là je vous parle, on est début 2023, très honnêtement, le marché commence vraiment à avoir des assistants, des assistantes qui sont très très bien formés. C'était pas forcément le cas il y a encore un an et demi. Aujourd'hui, on a vraiment de plus en plus des freelances qui proposent leurs services et qui sont vraiment très bien formés, expérimentés, etc. Le problème, c'est que la personne peut être la meilleure sur le marché. Si on ne lui transmet pas les choses de la bonne manière, eh bien, elle ne peut pas accéder en fait à tout ce qu'il y a dans votre tête. Il faut avoir un minimum de structure pour transmettre. Et c'est tout ce que je vous partage aussi sur ce podcast et sur les divers contenus que je vous partage aussi au quotidien sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est ça, c'est de vous structurer un minimum, de mettre en place un minimum de système pour que vous puissiez transmettre de la bonne manière les choses à faire à votre ou vos collaborateurs. N'hésitez pas d'ailleurs à aller écouter ou réécouter le premier épisode de ce podcast où je vous donne un petit peu ma définition de système, de qu'est-ce que j'entends par là.
et vous allez pouvoir identifier les systèmes que vous devez mettre en place aujourd'hui pour améliorer la collaboration avec votre assistant ou votre assistante. Je vais vous donner un exemple très concret. Si vous donnez une tâche à votre assistant, par exemple, mettre en place un freebie ou mettre en page un freebie, un nouveau freebie que vous êtes en train de créer pour votre tunnel de vente, par exemple. Mais que, premièrement, vous ne donnez pas l'entièreté du projet, en tout cas, vous ne transmettez pas l'entièreté du projet à votre collaborateur. C'est-à-dire qu'il sait qu'il fait une tâche, mais même s'il a bien conscience que c'est un freebie, etc., il n'a pas tous les tenants et aboutissants, il ne connaît pas vos objectifs derrière ça, il ne va pas avoir, en fait, toute la matière pour donner le meilleur, on va dire, pour ajouter des petits détails ou des choses qui vous semblent logiques, mais si vous ne lui avez pas transmis l'entièreté du projet, c'est un petit peu plus compliqué. C'est aussi compliqué si, par exemple, dans cette même tâche, vous n'avez pas de système pour échanger dessus, de systèmes donc par exemple Notion, de systèmes de gestion de projet comme Notion, comme ClickUp, comme Asana, peu importe, dans lequel vous allez pouvoir échanger, faire des allers-retours, des feedbacks, prévenir que vous avez fini votre partie, que lui vous prévenir qu'il a fini la sienne, etc., etc. Donc typiquement, vous allez vous embourber dans des conversations WhatsApp ou mail qui vont s'entrecroiser entre les conversations concernant ce projet-là, mais aussi les conversations concernant une autre tâche, etc., etc. Et tout ça va faire un joli gloubi-boulga qui va malheureusement enlever de la fluidité à votre collaboration, qui va enlever de la fluidité au projet et qui va commencer en fait à créer de la frustration entre vous et votre collaborateur. Donc voilà pour cette première raison qui est que votre business n'est pas forcément prêt pour recevoir votre premier collaborateur entre guillemets à temps plein, même si on s'entend, il ne travaille pas à temps plein avec vous. Donc la première chose à faire ici, c'est de structurer les choses. La deuxième raison qui peut expliquer la mauvaise entente avec votre assistant actuellement ou qui peut expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné par le passé, c'est que en fait vous n'avez ou vous n'aviez pas besoin d'un assistant. On pense parfois à tort que l'assistant opérationnel, c'est le premier poste à pourvoir dans une entreprise en ligne, dans une entreprise avec le modèle solo. Mais en fait, en fonction de son business, en fonction de son modèle d'entreprise aussi, de son activité et de ce qu'on y fait, d'autres profils sont parfois beaucoup plus pertinents pour un premier recrutement. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter l'épisode que j'ai tourné avec Marion et Amélie, c'est l'épisode numéro 8, où on parle en fait de justement quel est le rôle de l'assistant, qu'est-ce qu'il fait, quel rôle il prend dans l'entreprise, notamment dans une entreprise en ligne. Et en fait, on vous explique dans cet épisode que l'assistant, c'est vraiment un profil qui va être très généraliste. Donc le gros avantage de l'assistant ou de l'assistante, c'est que c'est quelqu'un qui va être opérationnel sur à peu près, je dis bien à peu près parce que chacun bien sûr a ses spécialités, mais à peu près 360 degrés de votre entreprise. Il va pouvoir vous aider à la fois sur la partie création de contenu, mais aussi sur la partie suivi des clients, sur la partie administrative, sur la partie gestion, sur la partie organisation, aussi sur la partie process. Bref, ça va vraiment être un couteau suisse. Et donc, en ce sens, beaucoup d'entrepreneurs pensent parfois à tort que c'est la meilleure chose à faire que de recruter un assistant parce que souvent, et c'est ce qui explique aussi pourquoi ça n'a pas fonctionné, parce qu'on n'avait pas besoin d'un assistant, parce que souvent, l'assistant est recruté au moment où il y a des tas de feux à éteindre dans le business. Et c'est vrai que, étant donné qu'un assistant opérationnel sait faire tout un tas de choses dans une entreprise en ligne, on va avoir envie de le recruter et de se dire il va nous aider à éteindre ces feux. On est en pleine croissance.
on est en pleine expansion de l'entreprise et si on commence à ce moment-là à recruter en fait spécifiquement un community manager, spécifiquement quelqu'un pour le site web, etc., on a cette sensation qu'on va pas s'en sortir, qu'il nous faut quelqu'un finalement qui va être presque, le terme on le connaît bien, presque notre bras droit pour venir nous aider sur l'ensemble du business. Donc oui, c'est pas forcément une mauvaise idée. Le problème, c'est que c'est pas forcément ce dont votre business a besoin à ce moment-là. Et je souhaite aussi vous alerter sur le fait que si vous êtes dans cette situation-là que je viens de décrire, c'est-à-dire la situation où vous avez des feux qui sont allumés de partout, vous êtes en pleine croissance et vous avez un petit peu de mal en fait à maîtriser, à contrôler cette croissance. Évidemment que l'assistant peut être une bonne idée, mais attention parce que l'assistant ne pourra pas faire de miracle. En fait, vous allez le guider, il va bien évidemment vous aider à réaliser l'ensemble des tâches, mais il ne va pas résoudre le problème de structure ou de croissance que vous êtes en train de rencontrer. Et donc, en fait, souvent, ce que je veux dire par « vous n'aviez pas besoin d'un assistant », c'est que le besoin se trouve aussi dans le besoin de structurer, de revoir les choses, de prendre du recul en fait sur l'entreprise, sur la structure, sur la croissance et de venir mettre de nouvelles choses en fait en place. Et ça, l'assistant, il ne le fait pas. Il peut vous aider, bien sûr, à mettre en place des choses, mais il ne le fera pas à votre place parce que c'est vraiment un travail soit qui peut être réalisé par un business manager et qui de toute façon doit partir de vous. C'est vous qui devez donner l'impulsion en fait à cela. Donc oui, quand il y a des feux à éteindre, l'assistant peut être un très bon choix, mais attention, c'est pas forcément ce dont vous avez besoin pour faire vraiment progresser votre business. Et souvent, c'est l'amalgame qu'on fait, c'est les entrepreneurs confondent en fait le fait d'avoir un assistant avec eux pour les aider à éteindre des feux et avoir un assistant avec eux pour les aider à redéployer le business. C'est pas forcément ce profil-là dont vous allez avoir besoin pour ça. Ou alors, il se peut aussi que vous ayez mal défini la fiche de poste, que vous soyez pas forcément dans cette dimension dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui est en fait, il y a des feux de partout, vous êtes en pleine croissance, vous avez un petit peu du mal à la maîtriser, peut-être que c'est pas ce cas-là, mais dans ce cas, c'est la fiche de poste, la mission qui a mal été cadrée, et en fait, c'était pas forcément de quelqu'un de généraliste dont vous aviez besoin, mais il y avait peut-être un besoin très spécifique sur de la création de contenu, par exemple. Je donne cet exemple parce que c'est souvent le cas où je vois des entrepreneurs qui recrutent des assistants qui vont faire en fait 80-90% de la mission sur de la création de contenu. Et en fait, dans ce cas-là, peut-être ça peut être plus intéressant de recruter un content manager, un community manager ou ce genre de profil. La troisième raison qui peut expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas ou ça n'a pas fonctionné avec votre assistant, c'est que vous faites ou vous faisiez trop de micro-management. Alors, évidemment, un assistant, une assistante est là pour exécuter une tâche, des tâches. Donc l'idée c'est de leur confier une liste de tâches et leur permettre de l'exécuter. Mais attention, parce que si vous ne laissez pas, premièrement, un minimum d'espace de créativité à votre collaborateur et que vous ne donnez pas aussi une dimension un peu plus large, comme je vous disais aussi dans la première raison, où vous ne donnez pas en fait l'entièreté du projet à votre collaborateur, ça peut vite, entre guillemets, tourner au cauchemar. Parce qu'un assistant, ok, il exécute, mais il a une véritable valeur ajoutée sur les tâches que vous lui confiez. Généralement, vous confiez des tâches à un assistant sur lesquelles vous n'avez pas ou plus de valeur ajoutée. Inversement, cet assistant, lui, a une véritable valeur ajoutée à apporter dans la réalisation de cette tâche. Donc il faut que vous lui laissiez l'espace de la réaliser à sa sauce, j'ai envie de dire. Alors évidemment, à vous de cadrer les choses, il faut bien entendu que l'assistant prenne le temps de comprendre aussi les contours de votre entreprise, de votre branding, etc. et qu'il fasse sa sauce tout en prenant la vôtre en fait en compte, évidemment. Mais je dirais que si vous êtes beaucoup trop dans le cadrage où en fait ce que vous cherchez, c'est quelqu'un qui fasse un copier-coller de ce que vous faisiez avant de confier cette tâche,
malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Il y a autant de façons d'exécuter une tâche que de personnes qui va l'exécuter. Donc premièrement, sur la façon de réaliser la tâche, selon moi, il est très très important de laisser la personne libre d'exécuter la tâche à sa façon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout vous quadriller, vous pouvez transmettre votre process. S'il y a des choses importantes dans le process, bien sûr, les donner, les expliquer. Mais voilà, ne pas trop se formaliser sur la façon dont est réalisée la tâche. Et la deuxième chose, c'est sur le résultat. Je vous invite vraiment à vous questionner sur est-ce que le résultat est objectivement satisfaisant ou pas ? Parce que souvent, la problématique, c'est que les entrepreneurs se braquent un petit peu en mode « oups, mais ça ne ressemble pas à ce que je faisais moi avant et donc ça ne me convient pas ». Et en fait, là, l'idée, c'est de commencer à prendre un petit peu du recul. Ça se fait aussi avec le temps. Faire des feedbacks à la personne en lui expliquant comment vous faisiez, ce à quoi vous vous attendiez, etc. Expliquer pourquoi ça ne cadre pas complètement avec vos attentes et laisser l'espace en fait à la personne de vous faire de nouvelles propositions et d'intégrer de nouvelles façons de faire, de voir, d'avoir des résultats dans l'exécution des tâches. C'est ça aussi qui va faire progresser votre entreprise. Rappelez-vous que quand vous déléguez une tâche à quelqu'un, a priori, si vous avez bien fait votre travail de manager et de recruteur, vous l'avez délégué à une personne qui le fait mieux que vous, qui a une meilleure aptitude à le faire, qui prend plus de plaisir que vous à le faire. Donc, ne rentrez pas dans le micromanagement. Ça fait partie du coup des raisons pour lesquelles une collaboration avec un assistant ou une assistante peut vite tourner au cauchemar. Alors, si jamais vous vous êtes reconnu dans un de ces 3 scénarios, alors il peut y en avoir d'autres évidemment, là je vous ai donné vraiment les 3 raisons que je vois le plus souvent. Si vous vous êtes reconnu dans un de ces 3 scénarios, pas de panique, pas de souci, il est encore temps, il est toujours temps de rattraper les choses et de revoir un petit peu votre façon de fonctionner. Ce que je vous propose, c'est de mettre votre casquette de dirigeant, votre casquette aussi de manager et de mettre à plat cette situation et de prendre des décisions en fonction. Parce que si vous avez identifié la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas aujourd'hui ou ça n'a pas fonctionné, eh bien maintenant, il va falloir comprendre ça en détail et prendre des actions, prendre des décisions pour aller de l'avant. La première chose que je vous recommande de faire, c'est de préparer un feedback. Donc on va partir du principe que votre assistant ou votre assistante est encore avec vous et vous allez lui faire vraiment un feedback le plus objectif possible pour lui faire part de ce que vous ressentez aujourd'hui. On va se remettre en contexte dans lequel en tout cas j'ai rédigé ce script, c'est celui de l'entrepreneur qui vient de recruter ou qui a recruté il y a quelques semaines, quelques mois, son premier assistant, son premier collaborateur au long cours et qui traverse vraiment de grandes déceptions. Émotionnellement, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de déceptions aussi vis-à-vis de l'assistant. Et donc, on n'a qu'une envie intérieurement, c'est de se séparer de ce collaborateur, mais on se remet beaucoup en question. On se demande si ça vient pas de nous, est-ce que en fait c'est pas nous qui faisions mal les choses, etc., etc. Bon, cette première remise en question, déjà, je vous ai invité à la faire en vous donnant ces 3 premières raisons qui peuvent expliquer l'échec que vous traversez avec votre collaborateur. Donc, l'idée maintenant, c'est d'aller préparer un feedback à faire à votre assistant, à votre assistante. Un feedback, ça se fait toujours en 3 parties et ça se prépare en amont. Surtout, ne faites pas ça sans préparation sur le coup de l'émotion. La première chose à faire, j'ai même envie de dire, ça se fait en 4 parties. La première chose à faire, c'est de laisser retomber l'émotion. Je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. L'émotion, elle est là pour venir vous donner un message, pour venir vous alerter de quelque chose. Donc c'est très bien, il faut l'écouter. En revanche, au moment où vous allez poser les choses, l'émotion, elle ne doit plus être là avec vous. Le manager, il ne travaille pas sous le coup de l'émotion. L'émotion, elle est humaine, donc c'est ok d'en avoir. Par contre, pas quand vous préparez votre feedback. Donc la première chose, c'est de se calmer, c'est de laisser passer aussi quelques heures, quelques jours si c'est nécessaire, et de prendre le temps de laisser retomber les choses. Une fois que ça c'est fait, la première chose que vous allez faire dans votre préparation, c'est de lister tous les faits objectifs.
On va prendre l'exemple d'un assistant qui n'arrête pas de faire des fautes d'orthographe dans les publications qu'il vous prépare. Et ça vous énerve au plus haut point parce que du coup vous perdez du temps à reprendre les fautes d'orthographe. Des fois c'est publié, c'est carrément l'audience qui vous fait part, qui vous fait remonter les fautes d'orthographe. Donc c'est très très ennuyant pour vous. Donc une fois que vous êtes un peu retombé en pression, vous allez vraiment lister les faits objectifs. Quels sont les faits objectifs ? Il y a des fautes d'orthographe dans les publications. On peut même lister, pourquoi pas, les publications. L'idée surtout, c'est de ne pas mettre des faits qui peuvent être subjectifs. Je vous donne un exemple. Tu n'es pas attentif. Ça, typiquement, ce n'est pas objectif. Vous ne pouvez pas savoir si l'assistant est attentif ou pas. Il est peut-être très attentif, mais en fait, l'orthographe, c'est pas sa tasse de thé, ou peut-être qu'il y a de la dyslexie qui n'a pas été détectée, c'est possible. En tout cas, le fait de dire « tu n'es pas attentif » n'est absolument pas objectif, et ça peut être remis en question. La personne peut vous dire « bah non, pas du tout, moi je suis très attentive, je me concentre, etc. » Versus il y a des fautes d'orthographe à tel endroit, sur 3 posts dans la semaine, j'ai relevé X fautes d'orthographe, etc. Ça, c'est tout à fait objectif. Le deuxième point à préparer, ce sont les conséquences. Quelles sont les conséquences pour vous, pour votre entreprise, peut-être aussi pour votre assistant ? Listez-les de manière également objective. Voilà, par exemple, pour vous, les conséquences, c'est que vous perdez du temps à corriger les fautes. La conséquence aussi, c'est il y a une conséquence sur l'image de l'entreprise. Bref, ça peut être tout un tas de choses. Et le troisième point à préparer, c'est ce qu'on appelle la demande. L'idée, c'est de formuler véritablement une demande, c'est-à-dire maintenant, qu'est-ce que vous attendez concrètement de la personne ? Et de vous fixer ensemble, lors de l'appel où vous lui présenterez votre feedback, des objectifs communs que vous allez monitorer ensemble. Par exemple, dans un mois, j'aimerais qu'il n'y ait plus de fautes d'orthographe ou qu'il n'y ait plus qu'une ou deux petites coquilles ou que je n'ai pas besoin de devoir relire, etc. Bref, mettez un objectif qui est pareil, très objectif, qu'on peut venir monitorer et qu'on peut évaluer dans le temps, ce qui va permettre en fait à votre collaborateur de progresser dans le sens où vous souhaitez. La deuxième chose à faire, une fois que vous avez préparé votre feedback, c'est de le faire. Donc, de prévoir un appel avec votre collaborateur. Et attention, là, je tiens à attirer votre attention sur le fait de prévenir votre assistant, votre assistante, que vous avez un feedback à lui faire, que ce sera un feedback de recadrage, qu'il y a des choses à redire, car il faut que la personne soit prête à recevoir le feedback. L'idéal même, c'est de lui demander, en quelque sorte, si vous pouvez lui faire un retour. Parce qu'une personne qui n'est pas prête à entendre votre feedback, qui n'est pas prête à entendre, entre guillemets, vos revendications, elle ne changera pas, ça ne changera pas de son côté parce qu'elle-même sera peut-être encore dans son émotion ou ce genre de choses. Autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est de remettre à plat la fiche de poste. Il se peut que ce ne soit pas un problème avec l'assistant. Par exemple, j'en sais rien, c'est pas du tout un problème de faute d'orthographe, c'est pas du tout un problème d'exécution de la tâche. Mais ça va plus être un problème de cadrage de la mission. Et là, en fait, c'est un petit peu ce que je vous disais plus tôt, c'est peut-être que vous avez identifié que vous avez recruté une personne, mais pas forcément la bonne expertise au bon endroit de votre entreprise. Donc là, l'idée, c'est de remettre à plat toute la fiche de poste, et donc peut-être de faire, entre guillemets, la fiche de poste, parce que peut-être vous ne l'aviez pas fait. Donc je vous invite vraiment à remettre à plat votre besoin. Quand je dis votre besoin, donc c'est de quoi a besoin votre entreprise aujourd'hui en termes d'exécutif, quelles sont les tâches qui doivent être réalisées et quelles sont les expertises qu'on a besoin de mettre en face de ces tâches pour qu'elles soient bien réalisées. Et peut-être que vous allez voir que ce n'était en effet pas un assistant, ou alors peut-être un assistant mais peut-être plus tourné administratif, ou peut-être plus tourné contenu, ou peut-être plus tourné sur une autre spécialité que vous n'aviez pas identifiée précédemment. Autre chose que je voulais vous dire dans qu'est-ce que vous pouvez faire pour rattraper cette situation, c'est aussi de ne pas hésiter à repartir en arrière, de ne pas hésiter à mettre fin à la collaboration, ne pas hésiter en fait à repasser un petit peu de temps en mode solo sans déléguer les tâches que vous aviez confiées.
En fait, peut-être que vous avez besoin de prendre un peu de recul aussi en temps pour mieux évaluer vos besoins, les besoins de votre entreprise. Et donc, c'est 100% OK de repartir en arrière, c'est 100% OK de mettre fin à une collaboration. Et pour finir, je tiens à vous rassurer sur quelque chose, c'est que dans 100% des cas, que ce soit des clients que j'accompagne, que ce soit des entrepreneurs avec qui je papote sur les réseaux, quand vous ressentez cette frustration, cette colère, cette problématique de collaboration qui se passe super mal, eh bien je tiens à vous rassurer que dans 100% des cas, c'est la même chose du côté de votre collaborateur. Généralement, c'est rare des relations dans lesquelles il y a une part de la relation où tout se passe super bien et l'autre où tout se passe super mal. Généralement, le mal-être, la frustration est partagée des deux côtés, c'est simplement qu'on ne communique pas forcément dessus. Et quand vous allez faire la démarche de communiquer dessus, quand vous allez prendre la peine de poser à plat vos besoins, de faire un vrai feedback objectif, sans émotion. Alors quand je dis sans émotion, l'idée c'est pas que vous soyez un robot, vous avez compris. En tout cas, que votre feedback ne soit pas teinté d'émotionnalité qui pourrait mettre un peu trop de subjectivité dedans. Eh bien, quand vous prenez la peine et le temps de faire ça, souvent, en fait c'est pas souvent, c'est vraiment moi, c'est 100% des cas des personnes soit que j'accompagne ou avec qui je discute, où le résultat c'est le soulagement des deux côtés. Parce qu'en fait, systématiquement, l'assistant répond « Ah, ben en fait, je suis super content que t'en parles, parce que moi aussi, de mon côté, je voulais te dire que je voulais soit mettre fin à la relation, à la collaboration, soit je voulais te dire qu'en ce moment, je ne m'en sors pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans les tâches ou dans le business, etc. » Très souvent, la frustration, elle est partagée. Donc, rassurez-vous, soyez aussi serein en arrivant dans cette conversation avec votre assistant, puisque vous allez voir que peut-être qu'il y a des exceptions, mais pour l'instant, je n'en ai pas trouvé. Votre assistant, votre assistante va aussi être super soulagé que vous partagiez cette problématique avec lui. Et enfin, pour conclure, petit mot pour vous rassurer aussi sur le fait que les relations humaines sont le point le plus challengeant dans une entreprise en croissance, dans une entreprise qui à la base est une entreprise solo, surtout si vous n'aviez pas forcément prévu de recruter des personnes quand vous vous êtes lancé, peut-être que vous aviez une vision de vous et vous-même dans votre business et que vous n'aviez pas du tout cette ambition d'aller recruter des personnes, donc c'est totalement normal. Les relations humaines, c'est super challengeant. Dans la vie perso comme dans la vie pro, finalement, les relations, c'est assez complexe. Vous n'avez pas forcément été formé au management. Peut-être que vous l'avez été dans votre vie salariale, mais pas forcément. Donc c'est normal, ça prend du temps d'apprendre aussi toutes ces facettes du manager. Donc prenez le temps de vous renseigner sur les astuces ou sur les bons comportements, les bonnes méthodes en fait à avoir en tant que manager et puis injectez un petit peu de ci, un petit peu de ça dans votre quotidien de manager. Et c'est 100% OK, c'est normal de ne pas être complètement à l'aise avec cette casquette de manager avec ses premiers collaborateurs. Surtout que, je le redis, on en parlait pas mal dans cet épisode dont je vous parlais tout à l'heure, l'épisode numéro 8. On n'est pas, en fait, vous n'êtes pas complètement manager, vous êtes aussi client. Donc vous avez une espèce de double casquette et de double contrainte à gérer. Et c'est pareil pour votre assistant, votre assistante. Parce que il y a d'un côté le côté où en fait il va répondre à votre demande et exécuter finalement les tâches que vous lui confiez. Donc il y a un petit peu ce lien de subordination. Mais d'un autre côté, c'est un entrepreneur, c'est un freelance qui vient dans votre entreprise pour vous rendre service. Donc c'est un prestataire de service avec qui il n'y a pas véritablement de lien de subordination. Donc il y a aussi cette double casquette et cette double finalement relation qui entre en jeu et où il faut prendre le temps de trouver son bon équilibre parce que vous avez entre guillemets le devoir de bien manager les choses et notamment de mettre en place les bons systèmes pour que vos collaborateurs puissent vous aider pleinement. Et en même temps, c'est pas non plus du management complètement management dans le sens où ce n'est pas des personnes qui sont subordonnées, etc., etc. Voilà pour cette petite conclusion.
J'espère que cet épisode vous aura aidé si vous êtes dans ce cas-là ou si vous avez été dans ce cas-là et que vous aurez trouvé des pistes pour résoudre cette problématique. N'hésitez pas à venir prolonger la conversation avec moi sur Instagram si ce sujet vous inspire. Et je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.